Mesdames, Messieurs, chers collègues et chers internautes, tout d'abord, je voudrais vous remercier, vous, Monsieur Coppens, bien sûr, pour cette invitation et chaleureusement également Michel Brunet pour cette invitation. Et laissez-moi vous emmener maintenant en Afrique du Sud avec ce titre un peu étrange, effectivement, Sous la dent, les labyrinthes de l'humanité. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, cela signifie que je vais choisir lors de cette présentation deux exemples. Le premier concerne le labyrinthe, puisqu'il s'agit bien le labyrinthe d'une région anatomique située à l'intérieur du crâne, particulièrement intéressante lorsqu'on fait à la fois de la taxinomie, c'est-à-dire lorsqu'on cherche à identifier des espèces fossiles, et de la phylogénie, puisqu'il s'agit de l'oreille interne et qui a cette oreille interne une morphologie très labyrinthique. Et juste un petit clin d'œil pour dire que nous avons autre chose donc à nous mettre sous la dent, le labyrinthe faisant partie de ces autres choses que nous pouvons étudier lorsque nous sommes paléoanthropologues pour essayer de répondre à des questions à la fois de classification, donc, mais aussi des questions de généalogie. Le terme que nous utilisons, nous, paléoanthropologues, et paléontologues en général, c'est phylogénie. Et bien entendu, en vous emmenant en Afrique du Sud, je vais vous proposer de poursuivre ce voyage débuté avec la présentation de Jean Renaud, en vous parlant plus spécifiquement de l'origine d'un genre qui nous intéresse tous, puisqu'il s'agit du genre auquel nous appartenons, nous, les humains, et dont nous sommes les seuls représentants aujourd'hui sur Terre, le genre Homo. Et vous emmenant en Afrique du Sud, je vais vous emmener en particulier sur ce site-là, qui est un site extraordinaire. Je n'aime pas les superlatifs, mais nous vivons des choses extraordinaires à Kromdraï en ce moment avec un certain nombre de découvertes dont je vais vous parler. Pas trop non plus, parce qu'on ne peut pas trop présenter, bien sûr, le détail des découvertes avant qu'elles ne soient publiées, mais malgré tout, je vais vous dire un certain nombre de choses que je n'ai jamais encore dites à propos de ces découvertes de Kromdraï. Et je vous propose donc une présentation en trois étapes. La première reviendra sur les grandes questions qui se posent aujourd'hui en ce qui concerne l'origine de notre genre, le genre Homo. Je dirai ensuite un certain nombre de choses à propos du site de Kromdraï, qui pendant longtemps a été un site assez mineur en Afrique du Sud. Bien que historiquement il ait un rôle très important, le site de Kromdraï, pendant très longtemps on s'est peu intéressé à ce site parce qu'il livrait peu de fossiles, et notamment peu de fossiles d'hominidés. Et je terminerai cette présentation par une troisième partie qui vous proposera de voir comment nous pouvons aller un petit peu plus loin. Alors je sais que très souvent, on conclut les présentations en disant, voilà, il nous faudrait beaucoup plus de fossiles, et c'est vrai, il nous faut des fossiles, il faut aller sur le terrain, trouver des fossiles, bien sûr, mais je vais vous proposer également, vous parler également de méthodes pour faire passer un message qui, à mes yeux, est très important, c'est qu'avec le développement de nouvelles méthodes, nous pouvons aussi redécouvrir des fossiles parfois découverts depuis fort longtemps. Et j'aimerais dire quelques mots à propos de ces méthodes qui dépasseront le cadre simplement de la tomodensitométrie. Alors, commençons avec la première partie, l'origine du genre Homo. Quelles sont les grandes questions à propos de ce genre Homo? Alors, cette origine du genre Homo est l'un des trois grands événements qui scande l'évolution de la grande famille humaine dont on a commencé à parler ce matin. Et vous savez que le premier événement, c'est celui de l'apparition des hominidés, la famille humaine, avec les genres Sahelanthropus, Aurorine et Tchananthropus, dont on a Sahelanthropus, pardon, Aurorine et Ardipithecus, dont on a parlé ce matin. Le troisième événement, lui, concerne l'origine de notre espèce et de notre sous-espèce, plus particulièrement Homo sapiens sapiens, qui, elle, aurait tout au plus 300 000 ans d'histoire, donc bien plus récente que la question qui nous intéresse ici, qui est une question qui se pose aux alentours de 2,5 millions d'années. 2,5 millions d'années, 25 000 siècles. Donc une question qui est environ 10 fois plus ancienne que celle concernant l'origine de notre espèce Homo sapiens sapiens. Alors, cette question a connu un certain nombre d'étapes, bien sûr, au cours des découvertes qui se sont succédées en Afrique du Sud, d'abord, vous l'avez vu tout à l'heure, et en Afrique de l'Est ensuite. Et la grande année qu'il faut retenir à propos de l'origine du genre Homo, c'est l'année 1964, date à laquelle Leakey, Tobias et Napier publient dans Nature la première diagnose d'une espèce très ancienne appartenant à ce genre Homo, puisqu'il s'agit d'Homo habilis, avec une découverte assez extraordinaire sur ce site-là, qui est le site d'Olduvai, que l'on trouve au nord de la Tanzanie. Mais depuis,
eh bien, cette découverte et les critères surtout qui ont conduit à cette époque-là à essayer de caractériser, définir les grandes singularités qui font notre genre, le genre Homo, l'humanité, eh bien, ces critères ont été de plus en plus battus en brèche, et il faut retenir en particulier une publication publiée dans Science en 1999 par Wood et collaborateurs, Wood et Collard, qui nous dit la chose suivante, nous dit que de nombreux fossiles qui aujourd'hui pourraient appartenir au genre Homo et que l'on trouve dans une tranche de temps un peu mystérieuse, Jean-Renaud en a parlé tout à l'heure, je vais vous en redire quelques mots. Cette période un peu mystérieuse, elle se situe entre 2,5 et 2 millions d'années. Eh bien, dans cette tranche de temps où les fossiles d'humains sont très peu nombreux, quand je dis très peu nombreux, on peut les compter sur les doigts d'une main, voire de deux éventuellement, eh bien, les fossiles en question présentent une morphologie qui, pour certains, peut être fréquentable si on veut introduire ces fossiles dans le genre Homo, et qui, pour d'autres, eh bien, ne sont pas suffisants pour inclure ces fossiles dans le genre Homo. Donc il y a, depuis déjà maintenant presque une vingtaine d'années, des débats très lourds qui portent sur la définition même de ce genre Homo. Quels critères doit-on retenir pour définir réellement un groupe qui, et c'est là un point qui me semble être particulièrement important, comment peut-on dire qu'à un moment donné, il y a 2,5 millions d'années, des organismes qui vivaient en Afrique étaient finalement plus proches de nous, les humains actuels, que de leurs contemporains, les paranthropes, ou de leurs prédécesseurs, les australopithèques. Parce que c'est bien là la question. Ces premiers représentants du genre Homo doivent être plus proches de nous, les premiers humains, que de leurs contemporains paranthropes ou de leurs prédécesseurs, les australopithèques, morphologiquement parlant, bien sûr. Alors, il existe, je viens de le dire, un certain nombre de formes qu'on peut qualifier de transitionnelles. Habilis en fait partie, Rudolfensis, dont vous avez certainement entendu parler, en font partie également. Ces formes transitionnelles sont très débattues. Elles pourraient effectivement rentrer dans le genre Homo, mais pas nécessairement. Mais au-delà de 2 millions d'années, effectivement, on voit bien apparaître en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est un certain nombre de fossiles tout à fait acceptables qui font l'unanimité pour être rangés dans le genre Homo. Si on s'intéresse maintenant à l'Afrique du Sud ici ou à l'Afrique de l'Est là, eh bien on voit que dans les deux cas, on est sensiblement dans le même scénario avec une transition progressive aux alentours de 2 millions d'années entre les australopithèques, ici en orange, Afarensis pour l'Est, Africanus ou Prometheus au sud, et ou Prometheus au sud, et puis ensuite les paranthropes qui effectivement apparaissent avec ici, là encore, une forme que j'aime beaucoup et qui m'intéresse plus particulièrement par rapport aux découvertes actuelles de Cromb Dry, c'est la forme Aethiopicus, qui par certains va être rangée dans le genre Australopithecus et par d'autres dans le genre Paranthropus. On y reviendra tout à l'heure. Mais là encore, très peu de fossiles dans cette période entre 2 et 2,5 millions d'années. Donc partons également à Cromb Dry et intéressons-nous à ce site de Cromb Dry qui, jusqu'à présent, ne semblait pas être suffisamment intéressant, à quelques exceptions près quand même. Alors Cromb Dry, pour quelques rappels historiques très rapides, Cromb Dry, c'est quand même le site où a été défini pour la première fois le genre Paranthropus, les paranthropes, donc, que l'on a évoqué à plusieurs reprises déjà cet après-midi. Donc le spécimen type des paranthropes est défini avec son cortège de caractères tout à fait particulier, avec en particulier une face extraordinaire qui présente des adaptations à une mastication très très particulière, mais aussi une morphologie dentaire très très intéressante également, avec des dents, on parle de mégadontie, mais aussi une morphologie, un détail des différents cuspides, des molaires, mais aussi au niveau des canines, des prémolaires et des dents antérieures, de lait ou permanente, tout à fait unique. Mais curieusement, cette définition du genre Paranthropus en 1938, eh bien, elle n'est pas accompagnée de beaucoup d'autres caractères, y compris des caractères dont le labyrinthe dont je vous parlerai tout à l'heure, mais également des caractères liés au squelette infracrânien, parce qu'à cette époque-là, on ne dispose pas de fossiles de la qualité, par exemple, de Lucie, qui nous permettrait de dresser un portrait beaucoup plus complet de cet organisme-là, les paranthropes. Donc Cromb Dry a un intérêt historique, et puis on peut dire, si je vais très vite, qu'à partir des années 70, certains collègues se sont intéressés d'un peu plus près
aux paranthropes de Cromdry, je pense en particulier à mon collègue Fred Grein, qui est à Stony Brook aux États-Unis, puisque ses collègues, je pense aussi à Francis Clark Howell, pensaient, et pensent toujours, pour en ce qui concerne Fred, c'est que les paranthropes de Cromdry présentent la rétention, une plus grande rétention, un plus grand nombre de caractéristiques qui seraient des caractéristiques primitives et qui évoqueraient une filiation avec les australopithèques. Et bien entendu, au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'ancêtre de ces paranthropes, on peut s'attendre effectivement à trouver en plus grand nombre des caractéristiques primitives. Donc le site de Cromdry, même s'il a livré peu de vestiges jusqu'à des périodes relativement récentes, des vestiges d'homininés, eh bien, malgré tout, c'est toujours montré relativement intéressant par cette caractéristique des paranthropes de Cromdry. 27 spécimens seulement, trouvés entre 1938 et 2014, mais ces 27 spécimens, la plupart d'entre eux portent vraiment des caractéristiques très primitives. Quid du genre Homo? Alors, en 2005, avec mon collègue Francis Tacré, que je vous montrerai tout à l'heure, et dont je parlerai un petit peu plus, nous avons publié un vestige que nous pensons pouvoir attribuer au genre Homo. Alors, cette attribution au genre Homo de ce fossile a fait couler beaucoup d'encre, et il en fait couler encore un peu, donc j'aurai l'occasion d'en reparler également dans quelques instants à propos des fameuses méthodes que j'évoquais. Alors, troisième partie, donc, comment aller plus loin? Je vais également vous dire comment, de mon point de vue, nous pourrions également essayer de progresser pour répondre aux grandes questions qui vont être posées lors de cette présentation. Et notamment pour essayer de vous montrer comment, de mon point de vue, nous pourrions aller plus loin, eh bien, j'ai choisi de vous montrer cette illustration de la célèbre fresque de Raphaël, hein, l'école d'Athènes. Et vous le savez, lorsque Platon propose son académie au IVe siècle avant Jésus-Christ, eh bien, vous savez quelle importance il donne à la géométrie. Je ne vous rappellerai pas l'inscription qui était inscrite à l'entrée de cette académie, mais elle donne une part très très importante à la géométrie. Et vous avez ici, sur cette fresque, un personnage ici, en bas et à droite, très important, c'est Euclide, le père de la géométrie. Et on verra dans cette troisième partie que lorsqu'on utilise des outils, alors on parle en informatique de recalage, lorsqu'on utilise des outils de recalage pour pouvoir mesurer des différences et calculer des variations à l'intérieur d'échantillons, d'espèces actuelles ou de groupes fossiles, eh bien on peut éventuellement obtenir des résultats qui s'avèrent assez intéressants pour aller classer des fossiles de manière totalement objective. Et ces outils font appel aux géométries non euclidiennes et notamment à l'anatomie computationnelle, chère à Nicolas Hayache, qui est professeur au Collège de France et qui occupe la chaire d'informatique actuellement. Donc je reviendrai sur cette anatomie computationnelle et sur ce que nous pouvons proposer à partir de cet outil aujourd'hui lorsque nous appliquons ces outils à la paléoanthropologie. Alors, la première partie, donc, quelles sont les grandes questions qui aujourd'hui se posent autour de la définition du genre Homo? Eh bien, ces grandes questions, je parlais tout à l'heure de critères qui consisteraient à aller vraiment caractériser et définir les singularités qui font l'homme, qui font l'humanité. Eh bien, lorsqu'on recherche ces critères, il y a deux grandes questions qui reviennent en permanence sur la table. C'est la question des stratégies adaptatives. Quelles sont les grandes stratégies adaptatives de ces premiers représentants de notre genre? Et la question de la phylogénie, la généalogie. Finalement, ces espèces qui seraient les premiers représentants du genre Homo, comment s'articulent-elles d'un point de vue généalogique, d'un point de vue donc phylogénétique, avec les australopithèques qui précèdent et les paranthropes qui vont les accompagner pendant plus d'1 million d'années de leur évolution. Alors ce petit graphe pour vous dire qu'en fait, lorsqu'on cherche à définir un genre, le genre Homo étant un genre, eh bien, il y a deux grands critères qu'il faut satisfaire pour pouvoir définir un genre. Le premier, c'est celui de la stratégie adaptative. Vous voyez ici, l'espèce A et l'espèce B, ces deux espèces partagent la même stratégie adaptative. Et vous voyez que l'espèce B ici et l'espèce C également, ces deux espèces partagent la même stratégie adaptative. Mais ici, sur ce graphe, vous n'avez qu'un seul genre qui est représenté, celui que j'ai indiqué ici avec ce terme un peu curieux, monophylie. C'est le genre représenté par les espèces B et les espèces C. Non seulement ces deux espèces partagent une même stratégie adaptative, mais elles partagent un ancêtre commun récent. On parle de groupe monophylétique. Par contre, même si les espèces A et B partagent une stratégie adaptative, parce qu'elles ne partagent pas d'ancêtre commun récent, eh bien, les espèces A et B
n'appartenant pas à un groupe monophylétique, elles ne représentent pas un seul et même genre. Il faut donc remplir ces deux conditions pour pouvoir définir un genre. Et surtout, un premier message très important ici, c'est que lorsqu'on a des relations généalogiques proches, nous utilisons, lorsque nous sommes au niveau de l'espèce, le terme de phylogénie, de relations phylogénétiques proches, eh bien, nous n'avons pas nécessairement, nous ne nous ressemblons pas nécessairement. Donc les gens qui font des analyses phylogénétiques le savent, hein, deux espèces qui peuvent être étroitement apparentées sur un arbre, plus étroitement apparentées qu'avec une troisième espèce, ne se ressemblent pas nécessairement plus. Deuxième élément très important, et j'aime beaucoup cette anecdote à propos de ce concours auquel Charlie Chaplin aurait participé en 1915, un concours de sosie de lui-même. Et lors de ce concours, Charlie Chaplin n'a pas figuré parmi les finalistes. Donc même s'il ressemblait à Charlot, eh bien, on a jugé que d'autres ressemblaient encore plus à Charlot que lui pour décerner au vainqueur le titre de meilleur sosie de Charlie Chaplin. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on observe des similarités, eh bien, ces similarités ne sont pas nécessairement traduisibles sur un arbre en termes de relations de plus proche parenté. Pas de parenté, de plus proche parenté. C'est-à-dire qu'il existe, non seulement dans le registre fossile, mais dans la nature, lorsqu'on s'intéresse à des espèces actuelles, eh bien, des ressemblances qui peuvent être troublantes parce qu'elles ne nous racontent pas une histoire sur la généalogie, elles peuvent nous raconter une histoire sur des adaptations, sur des niches écologiques, sans que nécessairement il s'agisse de quelque chose de traduisible en termes de phylogénie. Donc la grande question qui se pose, une des grandes questions qui se pose à propos de l'origine du genre Homo, c'est celle du signal phylogénétique. Finalement, quels sont les meilleurs caractères, ceux qui présentent le meilleur signal phylogénétique pour aller nous permettre d'identifier l'ancêtre du genre Homo et pour aller nous permettre également d'identifier des espèces qui seraient étroitement apparentées au genre Homo mais qui n'appartiendraient pas à ce genre. Alors j'ai choisi de vous présenter ici deux graphes, deux arbres évolutifs qui font aujourd'hui, figurent parmi ceux qui font le plus l'unanimité parmi la communauté des paléoanthropologues. Vous savez, un paléoanthropologue, par rapport à ses collègues, c'est quelqu'un qui va écrire un arbre différent de celui de son collègue. Hein. Donc on a tous nos arbres phylogénétiques, mais ceux-là, quand même, ont tendance à faire plutôt à rassembler un grand nombre de paléoanthropologues autour d'eux. Et quand vous regardez cet arbre, vous voyez que ici, comme ici, les espèces du genre Homo sont indiquées en noir. Les paranthropes, que l'on a évoqués à plusieurs reprises ici, sont indiqués en rouge. Et vous avez ici, sur cet arbre-là, comme sur celui-ci, deux espèces qui aujourd'hui sont jugées comme étant de bons candidats pour être l'ancêtre d'un groupe très particulier. C'est un groupe ici qui rassemble le genre Homo et les paranthropes, ici également. Un groupe monophylétique, donc, qui rassemble ces deux genres et qui nous disent, ces deux arbres, que le genre Homo et les paranthropes ont un ancêtre commun récent, ici aux alentours de 2,5 millions d'années, ici un petit peu plus tôt. Mais dans le cas de cet arbre-là, l'ancêtre de ce groupe monophylétique serait une espèce sud-africaine, l'espèce que l'on appelle Australopithecus africanus, alors qu'ici, l'ancêtre de ce groupe un peu particulier qui rassemble à la fois l'humanité et les paranthropes, serait une espèce est-africaine, cette fois, parmi lesquelles une espèce, et les fossiles qui comptent parmi les plus importants de cette espèce, c'est bien sûr la célèbre Lucie. Et vous avez un autre groupe ici, dont j'ai parlé tout à l'heure, que vous, M. Coppens, avez défini avec Camille Rambourg en 1967, c'est l'espèce Aethiopicus, qui est une espèce assez extraordinaire, puisqu'elle présente des similitudes à la fois avec les paranthropes et les australopithèques, et en fonction de l'importance qu'on va donner à une catégorie de caractères par rapport à une autre, les australopithèques ou les paranthropes, eh bien, on va ranger cette espèce soit dans le genre Paranthropus, soit dans le genre Australopithecus. Mais cette espèce, Aethiopicus, est très intéressante parce que la question que nous nous posons à Kromdraï depuis fort longtemps, c'est avons-nous quelque chose d'équivalent à Aethiopicus quelque part dans les entrailles de ce site de Kromdraï? Alors, venons-en maintenant à la question qui est posée à Kromdraï. Alors j'ai choisi cette citation qui a été publiée par Wood et Leakey dans une revue en 2011 et qui nous dit quoi? Ce qui nous dit ce que Jean Renaud a très bien présenté tout à l'heure.
Nous avons la chance d'avoir en Afrique de l'Est, eh bien, et en particulier, bien sûr, dans la vallée de l'Omo et dans la formation de Chungura, nous avons la chance d'avoir une succession très très bien calée dans le temps, qui nous montre comment les australopithèques ont progressivement cédé leur place aux paranthropes et au genre Homo. Et ce que nous disent nos collègues ici, c'est que cette succession que l'on observe dans la région de l'Homo turkana, donc au sud de l'Éthiopie et au nord du Kenya, eh bien, elle peut nous permettre de suivre l'évolution dans le temps d'une manière assez remarquable, alors que cet exercice s'avère aujourd'hui impossible en Afrique australe. Et il est vrai que lorsqu'on s'intéresse à l'Afrique australe, on observe une chose assez étonnante, c'est que vous avez en Afrique australe, dans une région qui s'appelle donc le berceau de l'humanité, Cradle of Humankind, qui est classée UNESCO depuis 1999, eh bien nous avons parfois des sites à australopithèques, le site de Sterkfontein étant le site emblématique des australopithèques sud-africains, puisqu'on compte plus de 800 vestiges sur ce site, dans deux niveaux, deux unités stratigraphiques qui sont les unités 4 et 2, avec le célèbre Littlefoot, dont vous avez peut-être entendu parler, qui se trouve, lui, dans le niveau 2, avec des datations récentes qui proposent un âge pour ces australopithèques sud-africains jusqu'à 3,7 millions d'années, en utilisant la méthode des cosmogéniques, la même méthode que celle qui a été appliquée à Toumaï il y a quelques années. Donc nous avons dans ce Cradle of Humankind des sites australopithèques. Vous avez peut-être entendu parler du site de Malapa qui, lui, serait, j'utilise le conditionnel, daté de 2 millions d'années, ce qui me semble être une anomalie assez forte, puisque il y a 2 millions d'années, non seulement en Afrique de l'Est, mais en Afrique du Sud, dans les autres sites, on n'a plus du tout d'australopithèques. On a déjà, depuis plusieurs centaines de milliers d'années, des paranthropes et des homos. Donc c'est pour ça que je mets un point d'interrogation à propos de Malapa. Mais nous avons soit donc des sites à australopithèques, ou sinon des sites à paranthropes. Mais jamais un site qui propose une succession d'observer, comme on peut le faire en Afrique de l'Est. Je suis jaloux, on a cette magnifique succession en Afrique de l'Est entre les australopithèques et les paranthropes. Et donc, vous voyez, il y aurait une lacune ici, temporelle, aux alentours de cette période pourtant cruciale, puisqu'il s'agit de la période au cours de laquelle apparaît le genre Homo, il y aurait une lacune en Afrique du Sud, un peu avant 2 millions d'années, où l'on n'aurait pas de forme montrant ce passage des australopithèques aux paranthropes. Sauf qu'en 2013, dans les collections à Pretoria, nous avons découvert un vestige qui dormait dans ces collections depuis une quarantaine d'années et qui, lui, lorsque nous avons étudié son oreille interne, justement, s'est avéré être une oreille interne de paranthrope, mais d'un paranthrope très primitif, plus primitif que toutes les oreilles internes de paranthropes connues jusqu'à présent en Afrique du Sud, qui nous a conduit à émettre l'hypothèse que nous aurions affaire, avec ce fossile trouvé dans le niveau 3 de Cromb Dry, eh bien, d'un paranthrope primitif qui pourrait s'avérer être un paranthrope relativement proche de la transition entre les australopithèques et les paranthropes. Et je vous le rappelle, lorsque les paranthropes apparaissent, le genre Homo également apparaît. Donc plus nous nous rapprochons de l'origine des paranthropes, plus nous touchons également du doigt probablement l'origine du genre Homo en Afrique australe. Alors, voilà à quoi le site de Cromb Dry, qui se trouve donc à l'ouest de Johannesburg, à quelques dizaines de kilomètres à l'ouest de Johannesburg, dans cette région donc classée UNESCO Cradle of Humankind. Vous avez ici la localisation du site de Cromb Dry par rapport au site de Sterkfontein, qui se trouve seulement à 2 km de distance. Vous avez ici une vue aérienne du site de Cromb Dry jusqu'en 2014, avec, vous voyez, une vaste fissure qui fait environ une quarantaine de mètres orientée est-ouest, mais seulement quelques mètres de large, et qui a fait l'objet donc de multiples campagnes de fouilles depuis 1938, date de la découverte des paranthropes, jusqu'à 2014. Alors nous avons décidé en 2014 d'étendre la zone de fouilles et grâce à mes collègues géologues, je pense à Jean-Luc Schneider, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, à Laurent Bruxelles bien sûr, et bien grâce à mes collègues géologues, nous avons pu identifier donc une zone. Je pense que ce n'est pas la seule zone à Cromb Dry, mais une zone qui s'avère finalement être très riche en vestiges de faune et en vestiges d'hominidés. Et nous allons voir pourquoi eh bien, ces nouvelles découvertes à Cromb Dry sont importantes par rapport aux questions que j'évoquais il y a quelques instants. Alors, le site de Cromb Dry et la zone à laquelle je fais référence maintenant, vous la voyez ici.
avec cet arbre-là qui montre assez bien comment l'humanité a pu se séparer des paranthropes, puisque vous avez deux branches ici qui se séparent. Et vous voyez, dans cette zone-là, nous avons affaire à des sédiments qui sont des sédiments à la fois indurés, du type de ceux que l'on trouve dans la zone historique, d'une quarantaine de mètres de long que j'évoquais tout à l'heure, mais également des sédiments qui sont fortement décalcifiés et qui nous permettent de trouver, depuis maintenant 4 ans, un très grand nombre de vestiges, sans faire appel à nécessairement, c'est parfois le cas, mais pas toujours, systématiquement, à de la préparation mécanique ou à une attaque acide des vestiges. Alors en dehors, bien sûr, des études paléobiologiques des vestiges d'animaux, ça peut être les grands carnivores, ça peut être les hominidés, nous réalisons aussi, bien sûr, des études fines sédimentologiques, puisque une Séditech est en cours de constitution à l'Université Bordeaux, que cette Séditech nous permet d'archiver, en réalité, de mettre dans des petites boîtes le site de Chrome Drive pour les générations futures, parce qu'il est toujours très, très important de collecter toutes les informations, le maximum d'informations associées aux découvertes que nous réalisons, et je pense bien sûr à la sédimentologie, mais aussi aux études géochimiques de ces sédiments qui vont nous permettre de faire des reconstitutions paléo-environnementales. Nous trouvons également des objets sur cette fouille qui sont très intéressants. Vous voyez ici, on est à l'air libre. Le toit de la grotte de Chrome Dry a été érodé depuis 3 millions d'années, mais à l'air libre, vous voyez que nous avons la possibilité de mettre au jour ici des stalactites, ici, ou une stalagmite ici, qui pour l'instant fait 2,50 m de haut. Et ces éléments sont très très intéressants pour nous parce que ce sont certainement des archives paléoclimatiques très précieuses que nous allons pouvoir analyser en utilisant les isotopes stables de l'oxygène notamment. Alors, voici ici un fossile que je tiens dans ma main, qui est un fossile très très intéressant. On a 4 ou 5 petites merveilles en ce moment trouvées à Chrome Dry. Au total, 45 nouveaux vestiges d'hominidés trouvés de 2014 à 2018. Et c'est le point le plus important sur lequel j'aimerais insister. Ces vestiges d'hominidés proviennent d'unités stratigraphiques 1 et 2, qui sont les plus anciennes que nous connaissons à Chrome Dry, c'est-à-dire qu'elles sont plus anciennes que l'unité stratigraphique jusqu'à présent connue à Chrome Dry, celle qui renferme le fameux paranthrope primitif que j'évoquais tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle nous pensons que nous avons affaire, avec ces paranthropes trouvés dans l'unité stratigraphique numéro 2, nous avons affaire à des paranthropes encore plus primitifs. Et le fossile dont vous avez ici une partie du maxillaire, des maxillaires supérieurs avec une arcade complètement dentée, accompagné d'éléments du crâne, je vous en montrerai un tout à l'heure sur les diapositives suivantes avec son labyrinthe, eh bien, qui nous permet de penser que nous touchons ici du doigt quelque chose qui doit être finalement assez proche de cet Aethiopicus, donc publié en 1967, défini en 1967, à partir d'une découverte dans la vallée de l'Omo. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que dans l'unité stratigraphique qui se trouve au-dessous, dans la couche qui se trouve au-dessous de cette couche numéro 2 qui était inconnue, eh bien, nous avons eu la chance, il y a quelques semaines, donc c'est assez récent, de trouver cette fois non plus des paranthropes, mais de l'Australopithèque. Ce qui fait donc du site du Chrome Dry le seul site en Afrique du Sud où nous avons maintenant la possibilité d'étudier cette succession que j'évoquais tout à l'heure entre les Australopithèques et les paranthropes. Alors, lorsque je dis ça, je vous mens un petit peu parce que, en fait, il existe un autre site, le site de Sterkfontein que j'évoquais tout à l'heure, qui permet également d'étudier cette succession, mais qui permet de mal le faire pour 2 raisons. La première, c'est que s'il existe beaucoup d'Australopithèques à Sterkfontein, il existe très très peu de paranthropes dans la couche suivante, puisqu'il n'existe que 5 dents isolées, très usées, dont on ne peut pas dire grand-chose. Première raison qui fait que le site de Sterkfontein, pour analyser cette succession, est difficile. Deuxième raison, en fait, ces vestiges d'Australopithèques et de paranthropes découverts à Sterkfontein depuis plusieurs décennies, eh bien, ils sont assez mal calés, si vous voulez, dans leurs unités stratigraphiques, parce que nous n'avons pas suffisamment d'informations pour pouvoir dire à quel type de sédiments ils étaient associés, et il y a d'ailleurs, pour certains de ces fossiles, des allers-retours constants entre le niveau 4 et le niveau 5. On ne sait pas, pour certains fossiles, je parlerai de l'un d'eux tout à l'heure, si ce fossile a réellement été trouvé dans le site, dans la couche à Australopithèque ou dans la couche à paranthrope. Ici, à Chrome Dry, nous avons un contrôle stratigraphique très clair de toutes ces découvertes qui nous permettent donc réellement de pouvoir les caler de manière relative dans le temps.
Alors, le grand problème pour l'instant à Chrome Dry, c'est que nous n'avons pas de possibilité de datation directe ou indirecte des fossiles par des méthodes de datation absolue. Nous avons déployé une méthode de datation absolue à Chrome Dry, qui est la méthode de l'uranium-plomb, qui a donné des âges, mais nous n'utilisons pas aujourd'hui ces âges parce qu'il existe à l'intérieur des stalactites et des stalagmites que nous observons, que nous étudions en lame mince, eh bien, des phénomènes dits de diagénèse, d'altération chimique, qui font que les cristaux d'aragonite qui piègent l'uranium et le calcium forment des systèmes géochimiques qui peuvent s'être réouverts après leur cristallisation. Et donc, les dates que nous avons obtenues, même si nous les trouvons satisfaisantes, hein, on aimerait bien les publier parce qu'elles conviennent tout à fait avec les âges qui sont indiqués ici, eh bien, nous voulons valider absolument nos datations uranium-plomb par des études en lame mince pour bien prouver que les zones qui ont été datées sont des zones qui sont totalement dépourvues de phénomènes de recristallisation, de diagénèse. Alors, ce que j'espère beaucoup dans les années à venir, c'est pouvoir utiliser la paléoprotéomique pour pouvoir éventuellement dater de manière directe les vestiges que nous avons ici à Chrome Dry, à la fois un fossile ici qui est un fossile très important dans l'unité 1, un fossile d'Australopithèque qui n'est pas une dent isolée, hein, c'est un crâne avec toutes ses dents. Les nombreux vestiges de paranthropes et d'homo que nous avons dans l'unité 2, avec un fossile très très intéressant du genre Homo, qui montre des caractéristiques jusqu'ici totalement inédites, on va dire. Et cette couche à paranthropes et Homo également du niveau 3. Donc nous avons ici une succession assez intéressante, mais encore une fois, il s'agit ici de chronologie relative et non plus de chronologie absolue. Mais nous pouvons, en un même endroit, parce que nous sommes sûrs de la succession des couches auxquelles nous avons affaire, nous pouvons en un même endroit observer cette succession. Et ça ne sous-entend pas ici, bien sûr, que ceux-ci seraient nécessairement les ancêtres de ceux-là. Bien sûr. Hein. Ceux-ci peuvent être arrivés d'ailleurs, comme ceux-ci d'ailleurs. Alors, je terminerai donc ma présentation par la troisième partie. Comment aller plus loin? Comment essayer d'objectiver le mieux possible les comparaisons que nous réalisons pour pouvoir essayer de mettre d'accord les spécialistes. Alors bien sûr, un expert qui est habitué à observer des fossiles ou des dents depuis des décennies en Afrique du Sud ou ailleurs a son avis sur la question, parfois un avis différent de l'expert voisin. Mais donc l'outil, bien sûr, l'œil humain est un outil extraordinaire, bien sûr, sur lequel il faut se reposer pour faire des identifications, mais il existe d'autres outils qui sont à notre disposition et dont on ne peut pas, à mon avis, se passer. Alors, pour introduire cet outil, je vous montre cette image ici, qui vous montre qu'en réalité, lorsqu'on fait appel à la géométrie plane d'Euclide que vous avez vue sur la fresque tout à l'heure, eh bien, il y a un certain nombre de paramètres qui ne peuvent pas être correctement mesurés. Pour illustrer mon propos, vous voyez ce triangle ici, lorsqu'on l'observe sur une carte, eh bien, vous savez que la somme des angles va faire 180 degrés. Ce triangle possède un certain nombre de propriétés. Son barycentre va être situé dans le même plan. Si vous vous reportez maintenant sur le triangle situé à la surface de cette sphère, eh bien, la somme des angles ne fera pas 180 degrés. Et si vous recherchez le barycentre à la surface de ce triangle, eh bien, vous ne le trouverez pas, tout simplement parce qu'il se trouve en profondeur à l'intérieur de cette sphère. Donc nous avons affaire, lorsque nous avons une forme géométrique particulière, alors ici je vous montre une petite partie d'un labyrinthe, c'est la partie auditive du labyrinthe que l'on appelle la cochlée, avec ici une courbe que j'ai placée manuellement sur cette spirale pour pouvoir essayer de caractériser géométriquement cette spirale. Et bien, quand nous sommes sur ce type d'objet ici, ou donc l'objet en gris ou cet objet ici en bleu, nous avons affaire à ce que l'on appelle une variété. Alors cette variété ici, en gris, elle a une dimension 2. En bleu, ici, elle a une dimension 1. Mais nous ne sommes plus dans des espaces vectoriels. Nous n'avons plus affaire à une géométrie plane, mais nous avons affaire à une géométrie de type non euclidien. Et cette notion-là est très, très importante lorsqu'on va ensuite utiliser le fameux recalage que j'évoquais tout à l'heure, dont Nicolas Ayache, que j'évoquais aussi tout à l'heure, parlerait beaucoup mieux que moi, mais je vais essayer de vous expliquer ça clairement malgré tout. Quand vous observez ces deux dents-là, eh bien, ces deux dents, pour pouvoir réellement les comparer et mesurer leurs différences, eh bien, il faut essayer de réaliser deux types d'opérations.
La première opération, pour pouvoir comparer ces deux dents et apprécier au maximum les différences morphologiques qui existent entre la dent en jaune ici, qui est une dent d'Australopithèque, et la dent en orange ici, qui est une dent de Paranthrope, eh bien, il faut essayer d'appréhender l'ensemble de la topographie de cette dent. Parce que si vous vous limitez à ces 5 cuspides, à ces 5 reliefs ici, eh bien sûr, tout ce qui se trouve en dehors de ces 5 reliefs va totalement vous échapper, totalement échapper à l'analyse. Donc il faut définir un maximum de correspondance entre ces marqueurs, entre ces variétés que j'évoquais tout à l'heure, de dimension 2 ici. Ça peut être des lignes courbes, mais ça peut être la totalité de la surface de chacune de ces dents. Donc maximiser les correspondances. Et ensuite, pour faire des analyses statistiques, il faut minimiser la distance entre ces deux dents, de manière à obtenir une transformation géométrique qui soit anatomiquement cohérente. On ne va pas déformer n'importe comment une dent sur l'autre pour ensuite faire des calculs avec cette transformation qui n'aurait aucun sens d'un point de vue anatomique. Et il faut aussi que cette transformation soit inversible, c'est-à-dire que si la cible est ici et la source là, eh bien, il faut qu'on obtienne la même transformation si on inverse cible et source. Pour ce faire, il existe des outils. Je pense à la paléontologie. Alors tout à l'heure, j'ai mis le terme d'anatomie computationnelle, puisque c'est le terme qui est utilisé dans la littérature de la communauté des spécialistes en informatique. Alors moi, je parle de paléontologie computationnelle, puisque à Toulouse, dans notre laboratoire, depuis maintenant une dizaine d'années, nous utilisons ces outils, nous essayons de déployer ces outils pour les appliquer à la paléoanthropologie ou à la paléontologie. Alors ces outils qui permettent de réaliser des statistiques sont fondés donc sur une géométrie non euclidienne qui s'appelle la géométrie riemannienne. Et cette géométrie riemannienne, elle fait appel à un certain nombre de grands concepts qui sont celui des distances géodésiques sur des variétés, la plus courte distance entre deux points. Lorsqu'on cherche à minimiser ces distances géométriques, on utilise non plus des moyennes classiques, mais des moyennes dites de Fréchet. Et lorsqu'on cherche à passer de cette variété à l'espace tangent, eh bien, on peut utiliser les outils que sont les logarithmes et les exponentielles pour pouvoir réaliser des statistiques. Et ces statistiques, elles vont être fondées sur une transformation, une catégorie de transformation très particulière que l'on appelle les difféomorphismes. Alors, pour essayer de vous convaincre que cette méthode est intéressante en paléoanthropologie, juste un petit test ici, donc une étude qui est en revue à l'heure actuelle, et dans laquelle on a réalisé un test tout simple, qui consiste à aller rechercher les différences morphologiques qui existent entre une série de premières molaires inférieures d'Australopithèque, ici, en rouge, et de Paranthrope, ici, en vert. Et nous avons ajouté à cet échantillon de Paranthrope ou d'Australopithèque 2 individus très particuliers, sud-africains, puisque ces Paranthropes et ces Australopithèques sont sud-africains. Nous avons ajouté ici cet individu indiqué par un carré jaune qui est un spécimen d'Homo erectus, attribué à Homo erectus et provenant du site de Swartkrans. Et ce spécimen-là, cette étoile, qui lui, depuis fort longtemps, depuis 20 ans, fait couler beaucoup d'encre puisqu'il provient du site de Sterkfontein et est par certains attribué aux Australopithèques et par d'autres au genre Homo. Il s'agit de l'individu STW 151. Ici, après une analyse statistique classique de type analyse en composantes principales, eh bien vous voyez que si on représente le premier axe ici et le deuxième là, eh bien la méthode classique dite de géométrie morphométrique basée sur une transformation linéaire à 7 degrés de liberté, une transformation classique euclidienne, basée sur des correspondances utilisant uniquement des landmarks, c'est-à-dire des points repères que l'on va placer sur ces objets, et basée simplement pour réaliser les analyses statistiques sur les coordonnées 3D de ces différents points. Donc basée essentiellement sur la caractérisation de structures homologues pour chaque dent, eh bien, vous voyez qu'ici, cette méthode a beaucoup de mal à distinguer les paranthropes des australopithèques. Quant à nos 2 sujets ici, l'Early Homo là et le spécimen ici discuté, eh bien, ils tombent relativement bien dans la variabilité des australopithèques. Celui-ci, l'Early Homo, presque à proximité de la variation des paranthropes. Lorsqu'on utilise maintenant ces fameux difféomorphismes dont je vous parlais tout à l'heure, que l'on utilise pour établir des correspondances, la totalité de la surface de ces dents, et que l'on utilise les transformations difféomorphiques pour réaliser des statistiques, eh bien vous voyez que pour ce même échantillon,
on obtient ici une distinction beaucoup plus claire entre les paranthropes et les australopithèques d'une part, mais aussi, vous voyez que cet individu, considéré depuis fort longtemps par mon collègue Jacopo Mogicecchi comme un early homo, s'avère être effectivement, d'un point de vue morphologique, si on utilise la totalité de la dent, très proche de l'Homo erectus que j'évoquais tout à l'heure. Donc on a des différences en fonction de la méthode que l'on utilise, des différences de classification. Alors on peut ensuite utiliser d'autres méthodes pour réaliser des classifications en essayant de rechercher différents groupes. Je pense aux Kamins, par exemple, ou à d'autres méthodes qui nous permettent, sans attribution a priori de ces dents à un groupe particulier, de voir si eh bien, on va distinguer effectivement, à l'aveugle presque, 3 groupes dans cet échantillon. Et ça marche. Alors, pour résumer cette opposition entre géométrie euclidienne et morphométrie géométrique, couramment utilisée dans les laboratoires aujourd'hui, et la géométrie riemannienne avec ses difféomorphismes, on utilise dans ce cas-là des transformations rigides, c'est-à-dire translation, rotation, scaling, donc 3 degrés de liberté plus 3 degrés plus 1 degré. On utilise des points homologues, et on est donc condamné, lorsqu'on réalise ce type d'études, à ne comparer que des homologies entre deux dents. Ici, parce qu'on étudie l'ensemble de la surface, eh bien, on peut étudier, combiner, en réalité, dans nos comparaisons, des structures qui sont des structures homologues et des structures qui ne le sont pas. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que, par exemple, lorsqu'on regarde une dent de paranthrope et une dent d'australopithèque, eh bien, très souvent, la première molaire inférieure des paranthropes va avoir 6 reliefs principaux, 6 cuspides, alors que la première molaire inférieure des australopithèques n'en a, en général, de manière statistique, plutôt que 5. Donc la 6e cuspide de notre brave paranthrope, le tuberculum sextum, va échapper à l'analyse si on utilise ce type de méthode. Alors, on peut aller également plus loin quand on réalise ce type d'analyse. Comment ? Eh bien, en calculant des formes moyennes, c'est-à-dire une molaire qui n'existe pas ici pour les paranthropes, même chose pour les australopithèques en Afrique du Sud, qui est la molaire moyenne. Et à ces moyennes, on peut associer les écarts-types qu'on connaît quand on fait de la géométrie classique. Ici, ce sont des modes de variation. Donc voici ici le premier mode de variation qui est représenté pour la première molaire inférieure des paranthropes et qui vous montre quoi ? Qui vous permet de répondre à la question suivante. Finalement, quand j'ai un échantillon de dents de paranthrope ou de labyrinthe de paranthrope, quelle est la région de cet objet qui est la plus variable dans mon échantillon et quelle est celle qui est la moins variable ? Autrement dit, ici, on voit que chez les paranthropes, pour ce type de dents-là, eh bien, c'est cette cuspide-là et celle-ci, indiquées ici avec des couleurs rouges, qui indiquent plus de variations, qui sont les plus variables dans cet échantillon. Et on voit que chez les australopithèques, ici, eh bien, d'autres régions sont les plus variables. Donc, on peut également non seulement observer des différences entre moyennes obtenues pour 2 échantillons, mais également comparer des patrons de variabilité. La variabilité n'est pas nécessairement située au même endroit en fonction de l'espèce à laquelle on va s'intéresser. Et on peut bien sûr ensuite utiliser ce type de cartographie pour aller identifier les différences géométriques que l'on va trouver entre 2 formes moyennes pour caractériser enfin eh bien, les principales différences anatomiques de manière totalement objectivée cette fois entre 2 groupes que sont ici les Paranthropius robustus sud-africains et les Australopithecus africanus sud-africains également. Alors toute la difficulté ensuite va être de transformer ça en ça. C'est-à-dire de rechercher les fameuses homoplasies que j'évoquais tout à l'heure, ces ressemblances qui n'ont aucun sens généalogique, et d'essayer de les traduire ici en termes de phylogénie cette fois. Avec, je vous le rappelle, cette question un peu obsédante ici à Kromdraai, finalement, qu'est-ce qui se passe au moment de cette transition entre les australopithèques et les paranthropes ? Alors très rapidement, puisque je pense que je n'ai plus beaucoup de temps, eh bien ici juste une image ici d'un os qui est l'os temporal droit d'un individu très très important trouvé à Kromdraai dans la couche 2, associé à ce maxillaire que je vous montrais tout à l'heure dans la main, et qui lui est très intéressant parce que nous avons son labyrinthe à l'intérieur et nous avons la chance d'avoir 3 autres labyrinthes de paranthropes dans cette couche à paranthropes très ancien et un labyrinthe d'australopithèque puisqu'il s'agit du labyrinthe du crâne d'australopithèque que nous avons dans cette couche numéro 1 et qui pourrait appartenir soit à l'espèce africanus, soit à l'espèce Prometheus à laquelle appartiendrait le fameux Littlefoot que j'ai évoqué tout à l'heure et qui a 3,7 millions d'années. Donc nous sommes en train de mobiliser ces outils pour essayer d'obtenir une réponse, c'est-à-dire d'essayer de voir
de cartographier, si vous voulez, les différences entre ces groupes, et ensuite de traduire ces différences, encore une fois, en termes de généalogie. Alors, dernière diapositive avant les remerciements, pour vous montrer à quel type d'exercice nous pouvons nous livrer quand nous étudions, par exemple, la cochlée. Jusqu'à présent, en tout cas dans les années 90, on utilisait essentiellement des mesures linéaires ou angulaires pour caractériser la cochlée. On est ensuite passé à la géométrie morphométrique pour essayer de caractériser le mieux possible les différences qui existent entre les groupes, les échantillons fossiles dont nous disposons, et pour comparer ces échantillons fossiles, bien sûr, à des échantillons actuels, et voir si, par exemple, la cochlée des gorilles et celle des chimpanzés est la même ou pas. Alors voici ici juste une image pour vous montrer jusqu'où nous pouvons aller. Ici, par exemple, une spirale cochléaire pour un échantillon 1, et ici une spirale cochléaire pour un échantillon 2. Et ce qui est figuré ici en code couleur, c'est la torsion entre ces deux spirales cochléaires. Et vous voyez que, en fonction de l'échantillon auquel on a affaire, eh bien, les couleurs ne sont pas situées au même endroit sur cette spirale. Et on peut, de cette manière-là, essayer de, au-delà d'un chiffre correspondant à une transformation, essayer de mettre des mots derrière ces transformations, puisque lorsqu'on fait le rapport entre ces deux spirale cochléaire, on obtient ici une courbe qui montre comment ces deux spirales cochléaires, si on divise la longueur de cette spirale en 10 déciles, en 10 segments de même longueur depuis l'origine de la spirale jusqu'à la fin, eh bien, comment, en termes de torsion, ces deux échantillons sont différents. Et ici, on peut voir que ces deux échantillons sont différents au niveau du 6e et 7e décile et au niveau des deux derniers déciles. C'est-à-dire qu'un échantillon présente une torsion fondamentalement différente de l'autre échantillon au milieu de la cochlée et à la fin de la cochlée. J'ajouterai juste pour terminer que cette spirale cochléaire est intéressante. Pourquoi ? Parce que sa longueur absolue comme sa longueur relative s'avère être un formidable outil pour aller trier les fréquences. On sait qu'on va entendre beaucoup mieux dans les basses fréquences lorsqu'on est un mammifère terrestre et qu'on a une cochlée qui est disproportionnée par rapport à la taille corporelle. Et on va plutôt entendre dans les hautes fréquences lorsqu'on a une cochlée qui va être plus courte. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien connu depuis le prix Nobel de von Békési, obtenu dans les années 60, si je ne me trompe pas. Alors, pour résumer ma présentation, je dirais que pour essayer de résoudre la question de l'origine du genre Homo en Afrique du Sud et en Afrique en général, bien sûr, il faut trouver plus de fossiles. Celui-ci en est un. On a trouvé beaucoup d'autres fossiles à Chrome Dry. J'ai emmené quelques pièces. Vous voyez, ces fossiles, on peut en faire des microtomographies et les imprimer en 3D pour ensuite les étudier. Voilà par exemple une extrémité distale d'humérus trouvée à Chrome Dry, qui est un humérus de paranthrope et qui présente une morphologie très très particulière que l'on peut étudier ensuite de retour au laboratoire à Toulouse avec des outils qui sont des outils, me semble-t-il, tout à fait performants, dont nous ne devrions pas nous priver pour essayer de proposer un scénario de notre évolution. Alors je voudrais remercier puisque mes collègues qui travaillent en Afrique du Sud ou partout ailleurs dans le monde, et en particulier mon ami Francis Tacré, qui depuis fort longtemps maintenant travaille aussi en Afrique du Sud, bien avant moi, et que j'ai la chance de connaître grâce à vous, monsieur, grâce aussi à Brigitte Senu, je ne sais pas si elle est dans la salle, depuis 1995. Et depuis 2002, puisque nous fouillons Chrome Dry ensemble depuis 2002, je voudrais remercier aussi tous les membres de notre équipe à Chrome Dry. Je pense en particulier à Laurent, bien sûr, Laurent Bruxelles, qui travaille sur la karstologie et la stratigraphie du site de Chrome Dry, Jean-Baptiste Fourvel, qui fait à la fois de la taphonomie, c'est-à-dire qui essaie de nous comprendre quels sont les filtres qui ont apporté les homininés sur le site de Chrome Dry. Et nous savons que, en tout cas pour le niveau 2 de Chrome Dry, nous avons affaire à des restes de repas, c'est-à-dire que les homininés trouvés sur ce site sont des restes de repas, des paranthropes en bien plus grand nombre que les early homo, ce qui, à mon avis, nous dit beaucoup de choses aussi sur les comportements. Et je pense aussi, bien sûr, à Benjamin Lance ou à Jean-Luc Schneider qui réalisent des études sédimentologiques très fines sur le site et géochimiques qui nous permettent d'y voir beaucoup plus clair et peut-être d'aller déceler à l'intérieur des membres que j'évoquais tout à l'heure eh bien des sous-ensembles stratigraphiques qui, je le souhaite, je l'espère, dans les prochaines années, nous en diront encore plus sur cette fameuse chronologie relative que j'évoquais tout à l'heure. Et bien sûr, de nombreux autres collègues et de nombreuses autres personnes. Je vous remercie. Merci beaucoup, José. Merci, bien sûr. Moi, je n'en étais pas tout de même à vos caractères discrets d'une certaine époque, mais on voit bien d'où descendent
vos idées et on a toujours à faire des choses originales avec vous. J'ai la honte de vous dire que je n'ai pas bien tout suivi, donc il faudra qu'on en reparle. Mais à partir du moment où on multiplie les moyens de définir au mot et puis de définir ces fichues limites qui n'en sont pas, c'est évidemment très précieux. Juste un mot, je vois Wood de temps en temps, il ne croit plus à son histoire d'Australopithèque habilis. Il a abandonné cette affaire-là avec Collard, mais ça ne résout pas mieux l'histoire de la limite entre ces genres, si ce sont des genres. En tout cas, merci José, merci beaucoup. Et merci de cette évocation de Francis Thackeray, qui en effet est un homme charmant, adorable, intelligent, brillant, et avec qui nous collaborons avec beaucoup de bonheur depuis bien des années.